L'audience solennelle est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Monsieur le préfet du Pas-de-Calais, Monsieur le secrétaire général de la préfecture du Nord, représentant le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la représentante du président du Conseil régional des Hauts-de-France, Messieurs les présidents des conseils départementaux du Nord et du Pas-de-Calais, Monsieur l'officier général de la zone de défense et de sécurité Nord, gouverneur militaire de Lille, Monsieur le général commandant la région de gendarmerie des Hauts-de-France, Monsieur le général représentant le général commandant le quartier général du corps de réaction rapide France, Monsieur le conseiller d'État, président de la cour administrative d'appel de Douai, Monsieur le président du tribunal administratif d'Amiens, Monsieur le président de la Chambre régionale des comptes des Hauts-de-France, Madame la présidente par intérim du tribunal de grande instance de Lille et Monsieur le procureur de la République près ce même tribunal, Messieurs les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'État, Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie départementale du Nord, Monsieur le président de l'Université de Lille, Messieurs les bâtonniers, Monsieur le président du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens, Monsieur le consul général du Royaume du Maroc à Lille, Mesdames et Messieurs les doyens et professeurs des facultés de droit, Mesdames et Messieurs les avocats, Mesdames et Messieurs les représentants des experts et des commissaires enquêteurs, Mesdames et Messieurs, chers collègues. Votre présence à cette audience solennelle, en cette période de l'année particulièrement chargée en réception, et malgré le poids de vos obligations, constitue une marque d'estime à l'égard du tribunal administratif de Lille, à laquelle je suis très sensible, et je vous en remercie chaleureusement au nom de l'ensemble des magistrats et agents de greffe. Vous vous êtes peut-être dit, en recevant le carton d'invitation à cette audience solennelle, que vous n'aviez pas le souvenir d'y avoir été convié ces dernières années. Si vous n'en avez aucun souvenir, ce n'est ni parce que votre mémoire est défaillante, ni parce que mes prédécesseurs auraient omis de vous inviter, mais tout simplement parce que cette audience solennelle est une première dans cette juridiction. Les audiences solennelles de rentrée, qui rythment depuis fort longtemps la vie des juridictions des juridictions judiciaires, sont en effet apparues beaucoup plus récemment au sein des juridictions administratives, à l'initiative de quelques juridictions pionnières, comme la Cour administrative d'appel de Douai, et elles ne tendent à se généraliser que depuis quelques années seulement. Les anciens locaux que le tribunal administratif de Lille occupait rue Jacques-Margielé depuis 1983 ne se prêtaient guère, en raison de leur configuration et de leur vétusté, à l'organisation d'une telle manifestation. L'inauguration de nouveaux locaux du tribunal administratif de Lille, le 18 avril 2016, par le garde des Sceaux et le vice-président du Conseil d'État, rendait inutile, en raison de la présence de nombreuses personnalités lors de cet événement et du retentissement médiatique de celui-ci, l'organisation, quelques mois plus tard, d'une audience solennelle. C'est donc seulement en ce début d'année 2018 que cette juridiction a l'honneur de vous accueillir, non seulement pour vous présenter un bilan statistique de son activité lors de l'année écoulée, mais aussi, plus largement, pour vous faire mieux connaître son rôle et les transformations qui s'opèrent discrètement mais en profondeur au sein de la justice administrative. Cette audience solennelle se déroulera en 3 temps. Je présenterai tout d'abord le tribunal administratif et son activité. 2 interventions traiteront ensuite du sujet d'actualité que nous avons retenu pour cette audience, celui du rôle du juge administratif dans la défense des libertés. Monsieur Thierry Trottier, qui occupe les fonctions de premier vice-président de ce tribunal depuis le 1er septembre dernier, vous présentera la jurisprudence du juge des référés du tribunal administratif de Lille en matière de défense des libertés. Puis monsieur Xavier Van Dendrich, professeur agrégé des facultés de droit, ancien président de l'université Lille 2,
interviendra sur le thème du contrôle juridictionnel des mesures prises au titre de l'état d'urgence. Le tribunal administratif de Lille, ce sont d'abord les magistrats et les agents qui le composent, soit une centaine de personnes à ce jour. 37 magistrats, 53 agents de grève titulaires, 5 vacataires, 4 assistants de justice. Ces personnels, que cette salle ne permet pas d'accueillir en plus des invités de cette audience, sont représentés sur cette estrade par le premier vice-président et les 7 présidents de chambre, ainsi que le greffier en chef du tribunal, M. Éric Dim, qui a pris ses fonctions le 1er septembre dernier. Les magistrats et les agents du tribunal assistent à l'audience solennelle grâce à une retransmission vidéo vers les 2 autres salles d'audience que compte le tribunal. Certains d'entre vous vous ont accueillis lors de votre arrivée au tribunal ce matin et vous aurez l'occasion de les rencontrer tous lors de la réception qui suivra cette audience vers 12h30. J'évoquais tout à l'heure les nouveaux locaux du tribunal administratif. J'en dirai un peu plus maintenant, car si les avocats présents parmi vous, nombreux, fréquentent assidûment ces lieux, certains de nos invités les découvrent aujourd'hui. L'imposant bâtiment de briques dans lequel nous nous trouvons a été construit entre 1890 et 1894 pour accueillir l'Institut de chimie de Lille. Il a été conçu par Alfred Mongy, chef du service des travaux municipaux de la ville de Lille et père du Grand Boulevard reliant Lille, Roubaix et Tourcoing. L'Institut de chimie a occupé ces lieux jusqu'à son transfert en 1966 à la cité scientifique de la future commune de Villeneuve-d'Ascq. De 1970 à 1984, il a été le siège de l'Institut régional d'administration de Lille. Le préfet de la région Hauts-de-France, Michel Lalande, y a ainsi été élève de 1977 à 1978, m'a-t-on dit. Les locaux ont ensuite accueilli, à partir de 1987, une bourse du travail que les derniers syndicats ont quitté définitivement en 2013 pour une nouvelle maison commune. La ville de Lille, propriétaire des lieux, a alors fait procéder à une importante rénovation du bâtiment en vue de le donner à bail à l'État pour le relogement du tribunal administratif. Celui-ci occupe seulement pour l'instant le corps central du bâtiment où nous sommes, mais cette occupation, je l'espère, pourra s'étendre dans quelque temps à l'aile située rue Saint-Hilaire, car la croissance rapide et continue des effectifs du tribunal nécessitera bientôt l'extension de ces nouveaux locaux. Si j'ai souhaité retracer ainsi l'histoire de ce bâtiment lors de cette première audience solennelle, c'est pour souligner que grâce au concours de la ville de Lille, cette juridiction a le privilège d'occuper un bâtiment qui à la fois est emblématique de ce XIXe siècle, caractérisé par la révolution industrielle, le progrès scientifique et la naissance du mouvement ouvrier, qui a fortement marqué l'histoire du Nord-Pas-de-Calais, est situé au cœur même de la métropole lilloise et, enfin, est parfaitement fonctionnel. Toute qualité qui facilite l'enracinement dans ce territoire au service de ses citoyens, de l'institution que ce bâtiment abrite, institution que je vais maintenant vous présenter. En quoi consiste la mission exercée par le tribunal administratif de Lille dans ses locaux ? La fonction de la justice administrative consiste fondamentalement à veiller au respect du droit par l'administration grâce au contrôle de la légalité de ses actes et à l'indemnisation des préjudices que son action peut causer aux administrés. On dit que la fonction crée l'organe. Eh bien, c'est bien cette nécessaire fonction de contrôle juridictionnel de l'administration, indispensable dans une démocratie, qui a créé l'organe qu'est la juridiction administrative. En effet, la Révolution française, dans le but de défendre l'exécutif contre les empiétements du pouvoir judiciaire commis sous l'Ancien Régime par les parlements provinciaux, avait fermement interdit à l'autorité judiciaire de se mêler des affaires de l'administration. Ainsi, selon la célèbre formule de la loi des 16 et 24 août 1790, le législateur ordonnait que, citation, «
les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs, les juges judiciaires s'entend. Les juridictions administratives exercent leur contrôle à l'égard de l'ensemble des administrations, qu'il s'agisse de l'État, des collectivités territoriales ou des établissements publics administratifs. Les litiges dont sont saisies les juridictions administratives sont donc aussi variés que l'est aujourd'hui le champ d'intervention des services publics. Ce champ de compétences très large conduit régulièrement les juridictions administratives à trancher des questions de société, des questions de bioéthique, des questions concernant la portée du principe de laïcité, des questions concernant la conciliation entre l'ordre public et la sauvegarde des libertés, ou encore des questions concernant l'accueil des migrants. À ce propos, pour en venir à l'activité du tribunal administratif de Lille au cours de l'année 2017, je soulignerai tout d'abord que, d'année en année, cette activité est de plus en plus marquée par l'importance que prennent les contentieux liés à la présence dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais de nombreux migrants qui convergent vers ces territoires avec l'espoir pour beaucoup d'entre eux de pouvoir rejoindre des membres de leur famille au Royaume-Uni ou y trouver une vie meilleure. L'importante présence des migrants en situation irrégulière dans les deux départements compris dans le ressort territorial se traduit ainsi pour le tribunal administratif de Lille par différents contentieux. Ceux tendant à ce que le juge ordonne l'adoption de mesures humanitaires destinées à améliorer les conditions de vie des migrants. Ceux liés à l'évacuation forcée des campements de migrants. Chacun pense bien sûr au démantèlement de la jungle de Calais en 2016, mais des opérations de moindre importance ont encore nécessité, en 2017, l'intervention du juge des référés du tribunal, comme par exemple celle de la gare Saint-Sauveur à Lille. Ceux liés à la prise en charge des mineurs étrangers isolés ou des jeunes majeurs, lourdes charges qui pèsent sur les conseils départementaux du Nord et du Pas-de-Calais. Ceux, enfin, liés à la contestation des arrêtés préfectoraux portant refus de titre de séjour ou ordonnant l'éloignement des étrangers en situation irrégulière. S'agissant de ce contentieux du séjour et de l'éloignement, si le tribunal administratif de Lille n'est bien sûr pas le seul à y être confronté, il est en métropole le tribunal administratif où la part de ces contentieux dans l'ensemble de l'activité du tribunal est la plus élevée. En effet, les requêtes enregistrées en 2017 dans la catégorie du contentieux des étrangers, soit 4 902 requêtes, représentaient environ 44% du total des affaires enregistrées par le tribunal, bien au-dessus de la moyenne nationale. Cette proportion est en forte hausse, ce contentieux ayant augmenté en 2017 de 35,3% par rapport à l'année 2016. Cette situation m'a conduit à mettre en place, à compter du 1er septembre 2017, un pôle de 4 magistrats spécialisés dans le traitement des contentieux de l'éloignement urgent, pôle qui a permis d'alléger de manière très significative le poids des permanences consacrées à ces contentieux par l'ensemble des magistrats du tribunal. L'augmentation de ce contentieux accroît aussi la charge de travail des services préfectoraux, qui représentent l'État lors de la procédure écrite, puis lors de l'audience devant le tribunal administratif, de même que celle des avocats qui assistent les étrangers dans ces procédures. Je les remercie les uns et les autres pour leur parfaite collaboration au bon fonctionnement dans ce domaine du service public de la juridiction administrative. Je remercie tout particulièrement les avocats du barreau de Lille qui participent à la permanence éloignement, tâche dont je mesure combien elle est lourde en raison de la pression de l'urgence, de la complexité croissante des règles applicables et des enjeux humains attachés à chaque dossier. La forte hausse du contentieux des étrangers explique à elle seule l'augmentation d'environ 10% du nombre total de requêtes enregistrées en 2017 par le tribunal administratif
soit 11 070 requêtes. Fort heureusement, cette hausse des entrées a été plus que compensée par une très forte augmentation de l'ordre de 18% du nombre d'affaires jugées en 2017 au tribunal. Augmentation d'autant plus remarquable que l'effectif réel moyen en magistrats a été stable entre 2016 et 2017. Je salue donc ici les efforts remarquables accomplis par l'ensemble des personnels de cette juridiction en 2017, efforts qui ont permis au tribunal non seulement de ne pas être submergé par l'afflux de requêtes nouvelles, mais aussi de se rapprocher du point d'équilibre entre les affaires enregistrées et les affaires jugées. Ce point d'équilibre n'est pas encore atteint, mais j'ai bon espoir qu'il le sera en 2018 grâce au maintien de ces efforts et au léger accroissement des effectifs en magistrats et en agents de greffe qui a été accordé au tribunal. Nous pourrons alors réduire le stock de dossiers à juger, qui ne cesse d'augmenter depuis 5 ans et qui était, fin 2017, de 9 086 dossiers. Je ne vous donnerai pas davantage de chiffres sur l'activité contentieuse de cette juridiction en 2017, car un dossier de documentation sera à votre disposition à la sortie du tribunal. Je voudrais, pour terminer, dire quelques mots sur 3 des principaux chantiers qui attendent la juridiction administrative en 2018. Le premier, c'est celui de la poursuite du processus de dématérialisation des procédures contentieuses. L'application informatique, dite télérecours, est utilisée depuis décembre 2013 dans l'ensemble des juridictions administratives. Elle permet, vous le savez, via Internet, une transmission dématérialisée à ces juridictions des éléments de la procédure, c'est-à-dire des mémoires et des pièces, et elle simplifie ainsi la communication entre le greffe de la juridiction et les parties, tout en réduisant substantiellement les frais d'affranchissement et d'impression. Télérecours a franchi le 1er janvier 2017 une étape importante. Alors que l'usage de cette application était facultatif pour ses utilisateurs, c'est-à-dire les administrations et les avocats, il est devenu obligatoire pour eux à compter de cette date. Ainsi, alors qu'en 2016, un gros tiers des requêtes enregistrées au tribunal administratif avaient été présentées via l'application Télérecours, la proportion d'affaires dont le tribunal a été saisi sous une forme dématérialisée est passée en 2017 à près des 3/4. Je remercie les avocats des différents barreaux du ressort du tribunal pour leur collaboration au succès de cette nouvelle étape dans la dématérialisation des procédures. En 2018, sera mis en place un service de téléprocédure appelé Télérecours citoyen, qui permettra aux particuliers, aux entreprises ou encore aux associations de déposer leur recours sous une forme dématérialisée. Ce nouveau service, dont l'usage ne sera pas obligatoire, va être expérimenté dans un premier temps dans les tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise et de Melun, à compter du 1er avril 2018, avant d'être étendu à la totalité des juridictions administratives. Le deuxième chantier, c'est celui de la montée en puissance d'une nouvelle procédure issue de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, la médiation. Pour développer devant les juridictions administratives, dans l'intérêt des administrés et des administrations, ce mode alternatif de règlement des litiges, le Conseil national des barreaux et le Conseil d'État ont signé le 13 décembre 2017 une convention cadre nationale relative à la mise en œuvre de la médiation dans les litiges administratifs. Outre les barreaux, les services de l'État et les collectivités territoriales seront invités en 2018 à signer avec les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs dont ils relèvent des conventions destinées à mettre en œuvre au niveau local cette convention nationale. Le troisième et dernier chantier de l'année 2018, c'est celui de la modernisation du mode de rédaction employé dans les jugements des juridictions administratives pour les rendre plus compréhensibles par nos concitoyens. Depuis 2013, plusieurs chambres volontaires expérimentent à tous les niveaux de la juridiction administrative un nouveau mode de rédaction appelé style direct. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers du mode de rédaction de nos jugements, je rappellerai que ceux-ci sont, d'un point de vue grammatical, rédigés depuis 2 siècles
curieusement sous forme d'une phrase unique. La structure de cette phrase unique est la suivante. Le tribunal administratif de, c'est le sujet de la phrase, considérant ceci, considérant cela, c'est le corps central de la phrase qui expose le raisonnement du juge, décide. C'est le verbe de cette phrase unique dont la longueur concurrence sérieusement celle pourtant légendaire des phrases dans l'œuvre de Marcel Proust. La rédaction en style direct, la nouvelle rédaction, s'affranchit de cette contrainte stylistique de la phrase unique en permettant d'exposer le raisonnement du juge tout simplement sous forme de phrases successives, rendant ainsi inutile l'usage répété de l'expression « considérant que », qui grammaticalement introduit une longue suite de propositions incidentes au sein de la proposition principale. Une note en date du 15 décembre 2017, émanant des autorités compétentes du Conseil d'État, invite désormais l'ensemble des juridictions à élargir cette expérimentation du style direct en l'ouvrant à l'ensemble des chambres dont les magistrats souhaitent l'utiliser. Plusieurs chambres du tribunal administratif de Lille se lanceront donc dans l'expérience au cours de l'année 2018. Dans ces conditions, le mot « considérant », si cette expérimentation débouche sur une généralisation de cette mesure, deviendra une espèce en voie de disparition au sein de nos jugements. Pourtant, murmuré de manière répétée comme un mantra par le juge rapporteur en panne de raisonnement, penché sur son clavier d'ordinateur, ce mot lui redonnait courage en lui fournissant un début de rédaction absolument inattaquable. Si je comprends bien la nécessité de simplifier nos jugements pour qu'ils soient mieux compris de nos concitoyens, je ne peux m'empêcher, au moment où il va être sacrifié sur l'autel de la simplification, de rendre un dernier hommage à ce vieux camarade du rapporteur, fidèle compagnon de sa solitude, le mot « considérant ». Je reprendrai pour cela les mots prononcés il y a quelques années par mon collègue le président Duchon-Doris dans son hommage au considérant, bien connu des initiés, dont vous n'êtes peut-être pas, donc je me permettrai de le citer. Il allait toujours devant, de son pas cadencé, donnant un rythme martial à tous ceux qui le suivaient. Rassuré par sa force tranquille, son expérience et sa bravoure, toujours accompagné d'un « que » qui battait son flanc comme une épée, toujours prêt à chercher une mauvaise querelle à une disposition législative qui l'aura regardé de travers. Alors je sais bien qu'il a fait son temps, que lui aussi a droit à la retraite et que personne n'est indispensable, mais nous l'avons tellement aimé et il va beaucoup nous manquer. Cela va être difficile de vivre sans lui, surtout pour nous, les anciens. C'est en vous laissant méditer ces paroles émouvantes que je cède maintenant la parole à Monsieur le Président Trottier. Les sites Internet des différentes juridictions administratives comportent une rubrique « Démarches et procédures ». Vous pouvez d'ailleurs le vérifier sur le merveilleux site du tribunal administratif. Au sein de ces procédures, on trouve une sous-rubrique intitulée « Les procédures d'urgence » qui mentionne le terme de « référé ». Il est ainsi indiqué, je cite, « Les procédures de référé permettent de demander au juge des référés, qui est un magistrat jugeant seul, d'ordonner des mesures provisoires tendant à préserver en urgence vos droits. » Fin de citation. C'est concis, mais pourtant tout est dit. Le juge est effectivement saisi d'une demande. Je profite de cette occasion pour rappeler ici une évidence. En référé comme dans les autres procédures, la justice, du moins administrative, ne s'auto-saisit jamais. Ainsi, lorsqu'on est surpris de voir le juge administratif des référés s'aventurer dans des domaines inhabituels et pousser dans ses retranchements, pour reprendre une expression de commentateur autorisé dans une chronique récente relative à l'accueil des mineurs non accompagnés de Calais, il ne le fait que parce qu'on l'y a conduit. Précisément, dans le cas des mineurs non accompagnés, situation qui concerne pratiquement toutes les régions de France et qui est particulièrement sensible dans la nôtre, la procédure visant à mettre à l'abri de ces mineurs devrait concerner le procureur de la République, le juge des enfants et les services de l'aide sociale à l'enfance. Or, face à l'afflux de ces mineurs, les services de l'aide sociale à l'enfance, qui par les départements, sont débordés. Les départements étant des personnes publiques, leurs actes ou leurs carences d'action relèvent du juge administratif.
Et comme ces mineurs ont effectivement des droits à préserver leur urgence, droit à l'hébergement, droit à l'éducation, à la dignité notamment, le juge des référés administratifs, essentiellement le juge des référés libertés, peut également connaître ce contentieux. C'est ainsi que le tribunal administratif de Lille a été saisi au cours de l'année 2017 de 327 requêtes de référés en lien avec les mineurs isolés, soit pratiquement des femmes. Le juge des référés est un magistrat jugeant seul. C'est très souvent le cas, ce n'est pas tout à fait exact, puisque depuis la loi du 20 avril 2016, adoptée à la suite de l'affaire Vincent Lambert, il est possible pour 3 juges des référés de statuer sur une affaire complète. Cette possibilité a d'ailleurs été utilisée au tribunal administratif de Lille pour examiner le référé tendant à la suspension du démantèlement de la jungle de Calais. Ensuite, le juge des référés ordonne, c'est pour cette raison que ces décisions s'appellent ordonnances, des mesures provisoires, c'est-à-dire que ces ordonnances peuvent être remises en cause par un juge. De même, le juge préserve des droits. Pour cela, le juge des référés doit non seulement apprécier les droits, mais aussi les mettre en balance avec d'autres droits ou libertés, sans s'immiscer dans des décisions de nature politique, comme l'a rappelé récemment le Conseil d'État dans une affaire relative aux migrants de Calais. Le juge statue enfin en urgence. Si le juge des référés se prononce en urgence, encore faut-il justifier de l'urgence pour obtenir rapidement la préservation de droits. Or, cette condition est parfois perdue de vue par les requérants, qui pensent qu'il suffit de demander que leur requête soit examinée en référé pour bénéficier d'un coup de fil et que leur affaire sera mise au-dessus de la vie. Pour illustrer le travail du juge des référés en matière de défense des libertés, j'aurais pu vous parler des référés introduits contre la perte des points d'un permis de conduire, contre la fermeture d'un petit boisson, contre la réquisition de délits, contre les conditions de détention en prison ou, de façon plus anecdotique, contre l'interdiction du burkini. Oui, nous avons bien vu une telle affaire concernant la commune du Coutet-Parisat. Contre le déplacement d'un chemin rural faisant obstacle à la récolte de betteraves, ou encore contre l'interdiction de stade d'un supporter de football qui faisait valoir que sa présence était indispensable à la bonne tenue des matchs de son équipe. Mais comme il fallait bien choisir, je voudrais illustrer le travail du juge des référés, souvent délicat, parfois dans le cadre de situations humaines et douloureuses, par une particularité du tribunal administratif de Lille. Je veux parler des saisines générées par la présence de personnes étrangères qui se trouvent nombreuses à Calais et que l'on désigne par différents termes, migrants, exilés, immigrés, réfugiés. Après le camp de Sangatte, démantelé en 2002, et la première jungle près du port de Calais, démantelée en septembre 2009, et alors qu'il s'était dans un premier temps refusé à créer un nouveau point de fixation des migrants sur le territoire de la commune de Calais, le gouvernement a finalement décidé la création en mars 2015 d'un centre d'accueil sur le lieu de la Lande, qui se trouve au nord-ouest du centre-ville. Les riverains, mécontents ou inquiets, se sont alors tournés vers le juge des référés, afin que le préfet assure le bon ordre, notamment par des patrouilles de police, dans le but de préserver leurs droits à la sécurité ou à la propriété. Le juge a rejeté cette requête pour défaut d'urgence, compte tenu de la mobilisation exceptionnelle des forces de sécurité. Installés, les migrants et les associations venant en aide ont à leur tour demandé au juge d'enjoindre à différentes autorités de nombreuses mesures pour faire cesser les atteintes portées aux libertés fondamentales des personnes se trouvant sur le site. Sur la trentaine d'injonctions sollicitées, le juge va faire droit uniquement aux mesures d'urgence que la situation permettait de prendre utilement à très bref délai. Mise en place de points d'eau, de sanitaires et de dispositifs de collecte de déchets, écartant les autres demandes qui soit ne pouvaient pas être réalisées en extrême urgence, la réquisition d'immeubles ou la réalisation de travaux d'assainissement sur le site, soit ne correspondaient pas à une situation de carence, la réception sur place des demandes d'asile ou l'organisation des mesures de sécurité. Le point de fixation que les autorités voulaient éviter et que l'on a appelé la deuxième jungle de Calais était finalement bien constitué. Le préfet a alors décidé, en février 2016, d'évacuer la zone sud de la Lande. Les occupants et des associations ont alors saisi le juge des référés,
d'une demande de suspension de l'exécution de cette décision. Le juge y a fait droit afin de prévenir des troubles à l'ordre public et d'assurer la sécurité des migrants eux-mêmes. Le juge a donc validé l'évacuation, à l'exception des lieux de vie, lieux de culte, écoles, bibliothèques, abris réservés à l'accueil des femmes et des enfants, théâtres, espaces d'accès aux droits, etc. De son côté, le préfet a saisi le juge des référés pour obtenir l'évacuation des lieux de vente illégaux situés encore dans la zone nord, à savoir des restaurants, des commerces de détail et des artisans. Le juge des référés a rejeté cette demande au motif qu'en dépit des nuisances, dangers et troubles liés à la présence de ces commerces, leur disparition conduirait à une dégradation des conditions de vie déjà très précaires des migrants. Pour une fois, le Conseil d'État n'a pas partagé l'approche du juge lillois et a estimé à l'inverse que la gravité des risques pour la sécurité publique et les menaces pour l'ordre public résultant de l'activité de ces lieux de vente l'emportaient sur toute autre considération. Finalement, le ministre de l'Intérieur a décidé en septembre 2016 de démanteler la jungle qui rassemblait à ce moment-là plus de 6 000 personnes. Cette décision ne va pas contribuer au répit du juge des référés du tribunal administratif de Lille. D'abord, pour protester contre l'évacuation, des manifestations ont été organisées. Certaines vont être interdites, ce qui donnera lieu à des référés liberté. Le juge des référés s'est ainsi prononcé la veille de chacune des dates prévues pour ces manifestations et il a confirmé leur interdiction compte tenu des risques de troubles sérieux à l'ordre public. Ensuite, les occupants de la jungle et des associations vont demander au juge des référés liberté la suspension ou le report de l'évacuation. Le recours sera rejeté pour absence d'atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale. Si, après le démantèlement de la jungle de Calais, la situation s'est améliorée tant pour les migrants accueillis en grande partie dans les centres d'accueil et d'orientation répartis sur tout le territoire, que pour les riverains, les problèmes n'ont pas été tous réglés. Certains migrants sont restés ou sont revenus, et la question de leurs besoins vitaux s'est de nouveau posée. Après une première tentative de bloquer l'accès des véhicules aux locaux d'une association qui a obtenu du juge des référés l'injonction d'enlever ces obstacles portant atteinte au droit de propriété, le maire de Calais a pris une série de décisions entre février et mars 2017 interdisant la distribution de repas. Un référé liberté a été ainsi introduit par diverses associations. Le juge a suspendu l'exécution de ces décisions au motif qu'elles portaient une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté de réunion et au droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants. En été 2017, plusieurs centaines de migrants étaient toujours présents à Calais. Une partie d'entre eux, et des associations leur venant en aide, ont demandé au juge des référés plusieurs mesures afin de faire cesser les atteintes qu'ils estimaient porter aux libertés fondamentales des intéressés. Le juge, épuisé mais toujours réactif, a rejeté la demande de création d'un centre d'accueil d'urgence sur le territoire de la commune de Calais. Mais il a enjoint à l'État d'organiser un dispositif de maraude quotidienne à destination des mineurs non accompagnés, de créer des points d'eau, des latrines et des accès à des douches. Il a également enjoint à l'État d'organiser les départs vers les centres d'accueil et d'orientation dans lesquels des places étaient encore disponibles. Cette ordonnance sera entièrement confirmée par le Conseil d'État. Quels enseignements tirer de l'intervention du juge des référés dans les affaires relatives aux migrants de Calais ? L'examen des dossiers montre qu'il faut se garder de toute vision réductrice. Il n'y a pas les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. Non, on a vu qu'en réalité, il n'y a que des droits, libertés ou principes que chacun tâche de faire prévaloir. Droit à la dignité, droit d'asile, droit à l'hébergement d'urgence, droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants d'un côté, et de l'autre, la préservation de l'ordre public, dont font partie la salubrité et la sécurité publique. L'ordre public étant un objectif à valeur constitutionnelle, comme cela est constamment rappelé par le Conseil constitutionnel. Les autorités publiques peuvent même également se prévaloir, en faveur des migrants eux-mêmes, du droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants. Voyez, dans le cas du démantèlement de la jungle de Calais, si les requérants se prévalaient de tels traitements, les juges ont considéré que la mesure d'évacuation permettait au contraire d'y remédier. Le juge arbitre ainsi entre des droits et libertés. On note à cet égard que le mot anglais désignant l'arbitre,
referee, est très proche du mot désignant le juge dont je vous entretiens depuis quelques minutes. Il a en tout cas la même racine latine, référer, rapporter. Le juge des référés arbitre donc le bras de fer juridique que se livrent les migrants ou ceux qui leur apportent leur aide et les autorités locales ou étatiques en fonction de l'évolution de la situation sur le terrain. Pour ce faire, le juge dispose de pouvoirs importants, différents de ceux plus classiques de l'annulation ou de la condamnation. Il peut ainsi se montrer très constructif. Par exemple, on a vu que dans l'ordonnance du 26 juin 2017, il a enjoint au préfet, en lien avec le département du Pas-de-Calais et des associations, d'organiser un dispositif de maraude quotidienne à destination des mineurs non accompagnés, ou a enjoint, toujours au préfet, en lien avec la commune et les associations, d'organiser des départs vers des centres d'accueil et d'orientation. On peut raisonnablement penser que ces mesures étaient réalistes. En effet, le centre d'accueil provisoire pour les mineurs au sein de la jungle, ouvert en janvier 2016, répond, me semble-t-il, aux injonctions du juge des référés du tribunal administratif de Lille de novembre 2015, qui avait relevé qu'il convenait d'enjoindre au préfet de procéder au recensement des mineurs isolés en situation de détresse et de se rapprocher du département en vue de leur placement. Il est vrai que cette ordonnance a été confortée quelques semaines plus tard par le Conseil d'État. De même, les centres d'accueil et d'examen des situations ont été ouverts à la suite du référé du 26 juin 2017. Or, créés à titre expérimental dans les Hauts-de-France, 3 dans le Pas-de-Calais, 2 dans le Nord, puis à Paris, ils vont se généraliser dans le reste de la France. En effet, le ministre de l'Intérieur a annoncé le 14 janvier dernier l'ouverture de tels centres dans toutes les régions avec un objectif de 2600 places. De là à imaginer que la visite le 16 janvier dernier du président de la République au centre d'accueil et d'examen des situations de Croisy, dans le Pas-de-Calais, est un hommage au travail du juge des référés du tribunal administratif de Lille, je n'irai pas jusque-là. Mais toujours est-il que dans son discours prononcé à Calais ce même 16 janvier 2018, le président de la République s'est félicité des maraudes organisées par l'État par le biais des associations. Maraudes, on l'a vu, qui correspondent à une des injonctions du juge des référés du tribunal administratif de Lille. Dans ces conditions, je vous laisse, juge, à votre tour, d'apprécier si la jurisprudence du juge des référés du tribunal administratif de Lille en matière de protection des libertés inspire les plus hautes autorités de l'État, de droit évidemment. Je vous remercie. Très bien, merci Monsieur le Premier vice-président. Donc j'invite maintenant Monsieur le professeur Xavier Van den Driesche à nous rejoindre à la tribune en le remerciant vivement d'avoir accepté notre invitation donc à intervenir lors de cette audience solennelle. Monsieur le professeur, vous resterez dans l'histoire comme le dernier président de l'université Lille 2, fatalement, puisque depuis le 1er janvier dernier, cette université a fusionné avec les 2 autres universités lilloises pour former l'université de Lille, présidée par monsieur le professeur Jean-Christophe Camard, qui nous fait également l'honneur de sa présence. Monsieur le professeur Van den Driesche a exercé de nombreuses responsabilités administratives au sein de l'université, mais c'est en sa qualité d'agrégé de droit public que je lui ai demandé d'intervenir pour un exposé sur le thème du contrôle juridictionnel des mesures prises au titre de l'état d'urgence. Thème qui m'a paru d'actualité, puisqu'il s'agit effectivement de dresser un premier bilan du contrôle par le juge administratif de ce régime d'exception qui s'est appliqué du 14 novembre 2015 au 1er novembre 2017. Et je lui laisse maintenant la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Permettez-moi d'abord de dire que je mesure l'honneur qui m'est fait, et au travers moi qui est fait à l'université, que de pouvoir prononcer ces quelques mots à l'occasion de cette première audience solennelle de rentrée. Sachez que j'y suis extrêmement sensible et je crois pouvoir parler au nom de mon collègue et ami Jean-Christophe Camard, l'université aussi. Deuxième réflexion tout à fait préalable, vous me donnez l'occasion pour la première fois de retrouver ma liberté d'universitaire. Car comme vous le rappeliez tout à l'heure, j'ai quitté mon mandat de président il y a quelques semaines maintenant et je retrouve cette liberté formidable qui est celle de l'universitaire distancé, j'aurai l'occasion d'en reparler. Et donc, je vous prie d'excuser par avance cette liberté et les conditions dans lesquelles je vais l'utiliser. Alors, Monsieur le Président, vous m'avez confié un sujet, je vous aurais prévenu, qui est un sujet difficile. Je dis bien vous m'avez confié le sujet, puisque vous en êtes l'auteur. C'est un sujet difficile parce que d'abord, c'est un sujet grave. Un sujet grave puisqu'on retrouve ici ce couple infernal, sécurité, liberté, qui caractérise tant l'activité
des administrations elles-mêmes et des juridictions administratives en particulier. Couple sécurité et liberté dans un contexte que je ne vais pas rappeler, les attentats du 13 novembre 2015, la première proclamation par décret de l'état d'urgence, les 6 lois de prorogation pour une durée totale de 719 jours, état d'urgence qui a pris fin le 1er novembre 2017, après d'ailleurs qu'une loi dont j'aurai l'occasion de reparler, la loi du 30 octobre 2017, est finalement d'une certaine manière intégrée dans le droit commun un certain nombre des dispositifs qui étaient hérités de l'état d'urgence. Sujet grave encore, car il a mis en place cet état d'urgence un droit d'exception conférant à l'autorité administrative des pouvoirs, en tout cas pour certains d'entre eux, habituellement réservés à l'autorité judiciaire. Et je reparlerai bien sûr de l'autorité judiciaire. Sujet grave encore, puisque, au titre de l'article 15 de la Convention européenne des droits de l'homme, celle-ci a été en quelque sorte mise entre parenthèses pendant la durée d'exécution de l'état d'urgence. Un sujet grave, un sujet aussi abondamment traité. J'ai dû beaucoup travailler, Monsieur le Président, sous votre autorité. Je ne m'y attendais pas. Donc, comme je le disais à certains, j'ai terminé ce matin, un petit matin blême. Bon, c'est pas vrai quand même, mais abondamment traité sous des angles différents et des angles parfois opposés. La doctrine universitaire n'était pas toujours sur la même longueur d'onde que la doctrine qu'on appelle souvent la doctrine officielle, les commentateurs autorisés que vous évoquiez tout à l'heure. Mais la doctrine administrativiste n'est pas sur le même angle que la doctrine constitutionnaliste. Et puis, je n'évoque même pas la doctrine des droits de l'homme qui a été assez largement absente sur ce sujet. C'est un sujet difficile aussi parce que c'est un sujet qui est souvent technique. Et donc là, je m'adresse à vous, mesdames, messieurs, pour vous prier de m'excuser, mais de temps en temps, je ne pourrais pas faire autrement que d'aborder des conditions qui sont des conditions difficiles, techniques, que les magistrats, évidemment, maîtrisent infiniment mieux que moi. Et puis, c'est un sujet difficile parce que, Monsieur le Président, vous ne m'avez donné que 25 minutes. Alors, on avait dit 20, 25. Allez, on arrive peut-être jusqu'à une petite 30 minutes. On verra. Sujet difficile encore parce que c'est un sujet qui est polémique, très polémique. Sujet polémique avec des prises de position extrêmement tranchées au point que certains ont pu parfois parler d'une véritable guerre des juges. Je le rappellerai rapidement, mais on a assisté, au sujet de la mise en œuvre de l'état d'urgence, à des prises de position publiques auxquelles on n'était pas habitué. Celle du premier président de la Cour de cassation, le président Louvel, qui n'a pas hésité à publiquement critiquer le Conseil d'État, dénonçant l'éviction du juge judiciaire et une conception exagérément restrictive de la liberté individuelle, réclamant une intervention du constituant pour reconnaître, je le cite, et asseoir effectivement l'autorité judiciaire dans son rôle de garant de l'ensemble des libertés individuelles au-delà de la seule protection contre la détention arbitraire. Un sujet qui a entraîné même des doutes au sein même de la juridiction administrative. On se souvient de la position exprimée par le syndicat de la juridiction administrative en juillet 2016. Et puis, guerre des juges toujours, puisque, à tout seigneur, tout honneur, le vice-président du Conseil d'État est monté au créneau, si vous me passez l'expression, comme il sait le faire avec le brio et le talent qu'on lui connaît, pour défendre ce juge administratif qui était ainsi critiqué et pour le présenter comme étant, à ses yeux, une véritable juridiction des droits de l'homme, rappelant les progrès spectaculaires accomplis par ce juge, qui lui permet donc d'être perçu comme un vrai défenseur des droits fondamentaux. Permettez-moi de citer le président Sauvé. Le juge administratif, dit-il, est le juge de l'action administrative, même en temps de circonstances exceptionnelles. Et il est regrettable et erroné de soutenir qu'il ne serait pas qualifié pour opérer un contrôle approfondi des mesures fondées sur la situation d'état d'urgence. Selon Jean-Marc Sauvé, et ça va un peu plus loin, le juge administratif est en outre mieux placé que le juge judiciaire pour garantir les droits dans la situation d'état d'urgence que la France a connue. Je le cite à nouveau, « Parce que le juge administratif connaît les rouages de l'administration, ses devoirs, ses moyens et ses contraintes, mais aussi ses dysfonctionnements et ses travers, il contrôle avec une acuité spéciale les actes et les agissements des personnes publiques. » Tout est dit, et c'est ce qu'on va vérifier. Pour ce faire, un parti méthodologique a été pris. Le premier élément de ce parti méthodologique, c'est de ne m'abandonner ni dans un satisfecit béat, auquel les juristes de droit public s'abandonnent souvent, cette forme de révérence vis-à-vis du Conseil d'État, ni une critique systématique. Mon but reste de déterminer si les modalités qui ont retenu
par et pour le juge administratif ont permis de juguler, de maîtriser les effets néfastes, incontestables, sur les libertés de la mise en œuvre de l'état d'urgence jusqu'à la loi du 30 octobre 2017. Deuxième élément de parti pris méthodologique, je me suis contenté, j'ose dire, d'une étude exhaustive de la jurisprudence du Conseil d'État sur le sujet. 119 décisions, éclairées par la jurisprudence constitutionnelle, 10 décisions QPC, 9 sur saisine du Conseil d'État, et quelques rares décisions judiciaires, mais on ne s'en étonnera pas. Alors, de cette confrontation entre lutte contre le terrorisme d'un côté et préservation des droits fondamentaux, résultent d'une part quelques vraies interrogations de fond sur les principes retenus par le législateur et mis en œuvre par le juge. C'est ce que je verrai dans un premier temps. Et puis, d'autre part, une focalisation sur la lancinante question de l'administration de la preuve, ce que nous verrons dans un deuxième temps. D'abord, quelques interrogations sur les principes qui ont été mis en œuvre. Et 3 questions viennent ici à l'examen. D'abord, celle naturellement de la référence à la notion de liberté individuelle au titre de l'article 66 de la Constitution. On n'en fera pas l'économie. Celle ensuite du rapport de cohérence entre la mise en œuvre de l'état d'urgence et les mesures d'application de l'état d'urgence. Celle enfin de l'exercice même de la fonction juridictionnelle du Conseil d'État. Premier point, quelques variations rapides autour de l'article 66 de la Constitution, donc de cette garantie de la liberté individuelle. Je vous le rappelle, cet article prévoit notamment que l'autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle. Elle assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. On a assisté depuis le début des années 90 à une évolution jurisprudentielle menée par le Conseil constitutionnel, un peu sous pression du Conseil d'État et du tribunal des conflits, qui a progressivement restreint cette notion de liberté individuelle. Comme on le voit par exemple dans le contentieux que vous évoquiez tout à l'heure, Monsieur le Président, le contentieux de l'éloignement des étrangers. Donc, il y a eu une évolution sur la conception même que l'on peut se faire de la notion de liberté individuelle au titre de l'article 66 de la Constitution. Ce qui veut juste dire à ce stade qu'il n'y a pas une conception évidente, naturelle, de la notion de liberté individuelle au sens de l'article 66, puisqu'elle a fait l'objet d'une évolution. Le président Sauvé indiquait, compte tenu de cette évolution, qu'en cas d'atteinte aux libertés, le Conseil constitutionnel distingue les mesures privatives de liberté, relevant de la compétence judiciaire, de celles qui sont seulement restrictives de la liberté, relevant de la compétence du juge administratif. Et dans le cadre de l'état d'urgence, la cause est entendue, les mesures prises en application de celui-ci sont des restrictions et non pas des privations, justifiant donc l'incompétence de l'autorité judiciaire. C'est ce contre quoi le premier président Louvel s'était opposé. Quand même, la frontière entre simple restriction et véritable privation de liberté n'est probablement pas aussi nette. Et on assiste à une subtile distinction entre ces deux éléments. Je l'illustrerai rapidement, simplement en citant cette décision du Conseil constitutionnel, QPC du 22 décembre 2015, au sujet de, vous savez, la plage horaire maximale de l'astreinte à domicile dans le cadre de l'assignation à résidence. Le Conseil constitutionnel vient nous dire, du moment que c'est 12 heures par jour, c'est une restriction de la liberté. Si c'est plus que 12 heures par jour, ça devient une privation de liberté. Cette période ne saurait être allongée sans que l'assignation à résidence soit alors regardée comme une mesure privative dès lors soumise aux exigences de l'article 66 de la Constitution. Comme l'indiquait la doctrine, il y a quelque chose d'assez troublant à admettre que la qualification d'une liberté évolue en fonction de l'intensité de l'atteinte qui lui est portée, et la distinction entre la privation de liberté individuelle et la restriction de la liberté d'aller et venir, fondée sur un seuil temporel, n'est pas satisfaisante. Deuxième exemple, s'agissant de la prolongation de l'assignation à résidence au-delà de 12 mois, validée là encore par le Conseil constitutionnel en mars 2017, la doctrine a pu également considérer que la durée de la soumission à un tel régime aurait pu être considérée comme propre à en faire une mesure privative de liberté individuelle. J'allais dire peu importe, enfin peu importe. Cela veut dire qu'on ne fera pas l'économie dans l'avenir, je pense, d'une vraie réflexion sur la manière dont l'article 66 est rédigé et la façon dont il convient, à mon sens, de le modifier. Deuxième de ces questionnements
fondamentaux, c'est la mise en relation de la motivation de l'état d'urgence avec la motivation des mesures prises en application de l'état d'urgence. Dans les toutes premières décisions rendues par le Conseil d'État dans ce domaine, en l'occurrence sur les assignations à résidence, le juge a admis une déconnexion entre les motifs qui ont présidé à la mise en œuvre de l'état d'urgence, la lutte contre le terrorisme, et les motivations précises des mesures restrictives de liberté, puisque les premières ordonnances ont été rendues, vous vous en rappelez, au sujet de la COP 21, pour lesquelles on avait mis en œuvre les dispositifs de l'état d'urgence. Le ministre de l'Intérieur s'était alors fondé sur la gravité de la menace terroriste sur le territoire et sur la nécessité de prendre des mesures afin d'assurer la sécurité de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, dite COP 21. Le juge, le Conseil d'État, a indiqué très clairement les dispositions de l'article 2 de la loi de 1955 n'établissent pas de lien entre la nature du péril imminent ou de la calamité publique ayant conduit à ce que soit déclaré l'état d'urgence et la nature de la menace pour la sécurité et l'ordre public susceptible de justifier une mesure d'assignation à résidence. Pourtant, les militants écologistes, altermondialistes radicaux visés par ces assignations à résidence et présentaient incontestablement une menace pour la sécurité et l'ordre public au moment où se tenait la COP 21. Mais pas une menace terroriste, et il n'avait aucun lien avec les attentats perpétrés en novembre 2015. Certains ont donc pu considérer qu'on s'était servi de l'état d'urgence à d'autres fins que l'antiterrorisme. Mais alors finalement, existe-t-il un lien? Et pour ce faire, à tout seigneur, tout honneur, le mieux est encore de poser la question au rapporteur public qui avait rapporté sur cette fameuse ordonnance que je citais tout à l'heure, rapporteur public Xavier Dominot pour ne pas le citer, qui avait ces formules qui mérite qu'on y réfléchisse. L'exposé des motifs de la loi de 2015 indique que l'article 6 modifié permet d'assigner à résidence des personnes affiliées à la mouvance terroriste. Cela ne veut pas dire qu'il ne permet d'assigner à résidence que ces personnes. Toute la beauté du raisonnement qu'on connaît bien. Et il va un peu plus loin, puisqu'il va qualifier le rapport en cause. Il dit « Il doit bien en quelque sorte exister un lien », parce qu'il est quand même un peu gêné aux entournures, mais un lien non pas idéologique ou politique, qui tiendrait à l'origine des troubles auxquels il convient de parer, mais plutôt un lien opérationnel ou fonctionnel qui tient à l'ampleur de la mobilisation des forces de l'ordre qu'il pourrait entraîner et la nécessité de ne pas avoir à mobiliser par trop ces forces dans un contexte déjà difficile. Si vous me passez l'expression, un peu tiré par les cheveux. D'ailleurs, quand on regarde quelle a été la position finalement du législateur à l'issue de l'état d'urgence, dans la loi du 30 octobre 2017, il a eu le souci de clairement réaffirmer la nécessité absolue de ce lien. La loi du 30 octobre 2017 prévoit bien que les mesures qu'elle prévoit ne pourront être mises en œuvre qu'aux fins de prévention des actes de terrorisme. Et le Conseil d'État lui-même, certes dans sa fonction consultative, dans l'avis du 15 juin, a indiqué qu'il fallait effectivement limiter l'application de la loi à la seule finalité de prévention des actes de terrorisme. Reste donc, et c'est un constat, qu'entre novembre 2015 et novembre 2017, l'état d'urgence a été mobilisé pour d'autres fins que la lutte contre le terrorisme. Troisième question de fond, elle est relative à l'exercice de la fonction juridictionnelle. Alors, je vais passer vite sur le premier point qui consiste à se féliciter des avancées profondes, notables, extrêmement importantes que l'action de la juridiction administrative a permis de développer en matière de protection des droits fondamentaux. Je vais très vite, mais le déclenchement de l'état d'urgence par décret peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, ce qui n'était pas forcément aussi évident que cela. Il incombe à un requérant, le cas échéant, de susciter du juge qu'il enjoigne au président de la République de mettre un terme à l'état d'urgence, et le juge accueille ce moyen et accepte de statuer, même si, bien entendu, la nature du contrôle est adaptée à la réalité. Et puis, le contrôle de l'ensemble des mesures d'état d'urgence a fait l'objet d'une très grande maîtrise par le juge administratif, urgence présumée pour permettre le recours aisé à l'ensemble des procédures de référé, célérité de la procédure, qualification des libertés fondamentales, contrôle de proportionnalité, recevabilité de la violation de la Convention européenne des droits de l'homme ou de la Convention
protection des droits de l'enfant. Tout ceci, donc, atteste d'une vraie capacité à protéger les droits fondamentaux et d'une vraie nécessité aussi, car quand on lit les ordonnances du Conseil d'État sur le contrôle, on est parfois frappé par la très grande légèreté du ministre de l'Intérieur lorsqu'il prend une assignation à résidence. Il l'abroge parce que la perquisition ultérieure n'a pas démontré qu'en définitive l'intéressé était une menace à l'ordre public, ou le juge constate que l'assignation n'était fondée sur aucun élément probant. Ce premier constat n'exclut pas néanmoins le maintien d'un certain nombre de questionnements. J'irai vite. Le premier de ces questionnements, c'est le couple qui s'est formé au sein du Conseil d'État entre la procédure de référé et la procédure de question prioritaire de constitutionnalité. Puisque, à nombreuses reprises, je vous rappelle que le Conseil d'État est l'émetteur des 9 sur 10 questions prioritaires de constitutionnalité rendues par le Conseil constitutionnel sur ce sujet. Donc le Conseil d'État se trouvait simultanément saisi en référé d'une demande de suspension d'une mesure prise en exécution de l'état d'urgence, assignation à résidence dans un certain nombre de cas, et en même temps d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le fondement de cette mesure. Et le Conseil d'État a procédé toujours de la même façon. Il a accueilli la question prioritaire de constitutionnalité et dans la plupart des cas, il l'a renvoyée, estimant donc que la question posée était soit nouvelle, pas le cas le plus important ou le plus fréquent, soit sérieuse. Et il l'a reconnu à plusieurs reprises. C'est-à-dire qu'il avait un doute sur la constitutionnalité de la mesure. Mais en même temps, il a accepté, car il a estimé que cela relevait de son office de juge de l'urgence, il a accepté de statuer sur le fond de l'affaire, c'est-à-dire sur la demande de suspension de la mesure prise en exécution de l'état d'urgence. Donc, cela posait un problème, puisqu'il finissait par dire que la mesure qui lui avait été soumise n'était pas contraire à la loi, alors même qu'il exprimait un doute sur la constitutionnalité de cette même loi. Et ce faisant, on a établi une espèce de couple un petit peu complexe entre le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel, car comme l'a bien démontré la doctrine, il semblait difficile d'imaginer que le Conseil constitutionnel puisse alors censurer une mesure législative, alors que le Conseil d'État, quelques semaines plus tôt, avait validé une mesure d'exécution de cette même disposition législative. C'est un peu, d'une certaine façon, un jeu de dupes, et c'est d'ailleurs un peu ce qui s'est produit. Au total, un certain nombre d'interrogations. Mais, et j'en viens à mon deuxième point, qui, je vous le rassure, Monsieur le Président, sera plus rapide, pour évoquer la lancinante question de l'administration de la preuve qui sensibilisera notamment les avocats présents dans cette salle. 3 points retiendront ici l'attention rapidement. D'abord, les éléments qui sont fournis au juge sont factuels, complexes et rendent sa mission particulièrement difficile. Ensuite, l'évaluation de la menace à l'ordre public laisse quand même place à des interprétations qui interrogent. Et il est même possible de constater un certain renversement de la charge de la preuve, sur lequel je termine. Alors, s'agissant des éléments à disposition du juge, ce sont des choses connues qui méritent simplement qu'on les rappelle, à commencer par les fameuses notes blanches. Je ne pouvais pas en faire l'économie. Les notes blanches recensent les éléments susceptibles de démontrer que le comportement d'une personne constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public, et elles deviennent une pièce essentielle des procédures contentieuses. Le Conseil d'État nous dit, première ordonnance, aucune disposition législative ni aucun principe ne s'oppose à ce que les faits relatés par les notes blanches produites par le ministre, versés au débat contradictoire et qui ne sont pas sérieusement contestés, on prend quand même des précautions, soient susceptibles d'être pris en considération par le juge administratif. C'est le vocabulaire, il n'y a pas de considérant, mais ça revient à peu près à ce vocabulaire qu'on connaît bien. Nous retrouvons alors notre cher Xavier Dominot, rapporteur public, qui a démontré, par une formule rapide, à quel point c'est le principe de nécessité qui a justifié que l'on puisse retenir ces notes blanches. Je le cite. « Bien que ce type de document soit régulièrement contesté, c'est moi qui le dis, c'est le rapporteur public, et que son usage ait même été proscrit par une circulaire de 2004. Vous admettez, dit-il en s'adressant au Conseil d'État, qu'il puisse constituer un moyen de preuve
devant le juge administratif. La raison en est bien entendu que ce procédé est en réalité le seul à même de permettre de protéger le secret des sources et des méthodes des services. La fin justifie les moyens. Toujours au titre de cette première série d'interrogations, peut-on vraiment se contenter parfois de simples suspicions? La simple appartenance à un groupe a pu suffire à caractériser une menace. Voilà un requérant qui appartenait à un groupe. Lequel groupe a pris la fuite? Je ne sais pas s'il y était. Lequel groupe a gagné un logement dans lequel ont été découverts des boulons, des billes en acier, des bombes de peinture, différents éléments vestimentaires semblables à ceux abandonnés par des activistes ayant causé de violents incidents. Rien n'indique dans l'affaire que la personne concernée avait pris part personnellement aux actions en cause. Elle a été interpellée, elle était là au mauvais moment, c'est tout. Deuxième exemple, je vous passe les références, les faits constatés remontent à 2013, peu importe. Certains éléments des notes blanches ne peuvent pas être repris car trop imprécis, peu importe. La perquisition administrative n'a rien démontré d'anormal, peu importe, car le requérant connaît et fréquente un salafiste. Troisième exemple, il est apparu, lors d'un entretien entre les enquêteurs et la mère de l'intéressé, avant le retour de son fils, que celui-ci aurait consulté des sites Internet relatifs à l'État islamique. Ce n'est même pas un entretien directement avec le requérant, c'est avec sa mère, et il aurait consulté. Et puis, on le retrouve souvent dans les ordonnances du Conseil d'État, le simple fait d'exprimer un soutien sur un profil Facebook ou sur un outil du même type suffit en général à caractériser la menace. Parfois, en lisant les ordonnances, on reste un peu sur sa faim en se disant que finalement le débat contradictoire n'est peut-être pas allé jusqu'à son terme. Précisément, s'agissant de l'évaluation de cette menace, la jurisprudence du Conseil d'État a mis en place deux méthodes qui interrogent, que j'ai appelées d'une part la motivation par ricochet, la menace par ricochet, et la motivation circulaire. La menace par ricochet, on l'a déjà évoqué, consiste à valider l'utilisation d'une mesure au titre de l'état d'urgence pour un autre motif que celui de la prévention contre le terrorisme, et simplement parce que les forces de l'ordre sont trop mobilisées pour lutter contre le terrorisme et que, de ce fait-là, on ne peut pas les mobiliser pour une autre fonction. C'est l'interdiction des déplacements de supporters de clubs de football qui a été édictée à plusieurs reprises par le ministre de l'Intérieur et validée systématiquement par le Conseil d'État. Ce n'est donc pas la dangerosité des intéressés qui a été la justification de la mesure, mais l'impossibilité d'y répondre, présumée compte tenu de la mobilisation des forces de l'ordre au titre de la lutte contre le terrorisme. Toujours s'agissant de la menace par ricochet, les requérants ont parfois de mauvaises fréquentations. Et surtout les requérantes font souvent de mauvais mariages. Et ça leur est reproché, je ne résiste pas à vous citer le cas de cette requérante, mariée une première fois en 2006, à l'âge de 16 ans, à un membre d'une organisation islamiste radicale, proche d'un djihadiste, mais elle s'en sépare en 2010. Bon. Elle se remarie. Elle se remarie à un ressortissant algérien, condamné en 2011 à 5 ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs et assigné à résidence en raison de son assimilation à la mouvance islamiste radicale et à l'appui logistique qu'il est susceptible d'apporter à celle-ci. Dans l'ordonnance, les seuls motifs qui viennent justifier la confirmation de l'assignation à résidence de la dame, ce sont les relations qu'elle a entretenues successivement avec ses deux maris. Je pourrais multiplier les exemples, il y en a de nombreux. Et puis il y a ce risque qui me paraît, lui, extrêmement grave, d'une motivation circulaire. Je suis assez content de l'expression, elle désigne la réalité suivante. Le juge, le Conseil d'État, est saisi d'un recours formé contre une assignation à résidence. Il doit donc se poser la question de savoir si le requérant constitue une menace sérieuse, réelle, etc., contre l'ordre public. Il va répondre oui, en disant « bah oui, regardez, l'intéressé a fait l'objet d'une perquisition administrative, il a fait l'objet d'une mesure d'interdiction de sortie du territoire,
il a fait l'objet d'une mesure de fermeture de son restaurant, bref, d'un certain nombre d'autres mesures administratives. On tourne en rond. Ce sont des mesures administratives qui viennent justifier la légalité d'autres mesures administratives. Sans qu'encore une fois, dans les éléments dont on dispose à la lecture des ordonnances, on puisse véritablement aller plus loin. Alors, on en termine avec ce risque de renversement de la charge de la preuve. Combien de fois dans les ordonnances on indique le requérant n'apporte pas véritablement d'éléments probants, ou alors la formule s'il ne pouvait raisonnablement être attendu du requérant qu'il apporte la preuve difficile à établir du caractère inexact de certains des faits qui lui sont imputés, eh bien on lui reproche quand même de ne pas avoir produit de documents, de témoignages permettant de révéler sa non-dangerosité. Ou encore, le requérant ne réfute pas utilement les éléments précis et circonstanciés contenus dans les notes blanches. Quand même, c'est bien au ministre de l'Intérieur ou à l'autorité administrative d'apporter la preuve de la dangerosité de l'individu, et non pas à l'individu de réfuter les arguments contenus dans les notes blanches en indiquant qu'il n'est pas dangereux. 2 mots de conclusion, si vous me le permettez. Je suis à peu près dans les temps. Pour vous dire que je mesure le bonheur qui est le mien de pouvoir me livrer à cet exercice, distancé, non confronté à cette terrible mécanique à laquelle vous êtes confrontés. Et je vous le dis très honnêtement, je ne voudrais pas être à votre place. Parce qu'il est facile d'adopter la position du censeur, alors que votre mission est extraordinairement difficile dans la mesure où vous êtes confronté à ces réalités que vous évoquiez tout à l'heure, Monsieur le Président. Alors, 2 mots de réflexion pour l'avenir, je l'ai un peu anticipé tout à l'heure. Je pense qu'il faut revoir la rédaction de l'article 66. Il faut clarifier la répartition des compétences contentieuses au regard des droits et libertés. Il faut arrêter d'imaginer que la manière dont on a rédigé cet article 66 est un dogme inscrit dans le marbre jusqu'à la fin des temps, et prendre acte du fait que le juge administratif est au moins aussi protecteur des libertés individuelles que ne l'est le juge judiciaire, et peut-être même au passage abandonner cette expression d'autorité judiciaire. Et puis, je pense qu'il faut aussi simplifier pour les requérants, pour les justiciables, l'ensemble du système juridictionnel, en multipliant peut-être encore le système des blocs de compétences. Je vous remercie, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie, Monsieur le Professeur. Je me réjouis de voir avec quel bonheur vous avez retrouvé votre liberté de parole. La position de la doctrine est toujours bienvenue et stimulante pour les juges des 2 ordres. Je vous remercie et donc je vous invite les uns et les autres à nous retrouver dans le hall pour le cocktail. L'audience solennelle est levée.